Bismillah. Où suis-je? Il ouvrit les yeux et vit une espèce de brume dorée qui lui sembla ressembler vaguement au soleil. Puis une douce voix lui dit « Tout va bien, dormez ». En portant une tasse à ses lèvres, il but un peu et sombra de nouveau dans une profonde inconscience. Il se réveilla longtemps après et cette fois, il faisait nuit. La pièce était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'un feu de bois et de 2 chandelles dont il voyait vaciller les flammes. Il devait avoir remué car quelqu'un quittait le coin du feu et s'approcha de son chevet. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Le vague souvenir de 2 yeux très bleus lui revint. « Le renard, murmura-t-il. Avons-nous assisté à la mise à mort ?»« Non, il s'est sauvé, répondit la même voix douce. De nouveau, on lui donna à boire. Il était décidément trop difficile de poser des questions et du reste. Il était bien trop fatigué pour garder les yeux ouverts. Quand il revint à lui pour de bon, il entendit le bruit d'une conversation. « Oui, il est beaucoup mieux ce matin. Merci, Madame Hayward. »« Je vais vous porter quelque chose à manger. C'est un plateau, mademoiselle. Vous n'avez pas envie de quelque chose de spécial ? Le jambon que vous m'avez servi hier était délicieux. Je suis sûr que vous avez un secret pour préparer les jambons. Le vôtre est excellent. Alors, mademoiselle, vous me flattez. Voilà que c'est vous en train de faire. Si cela était, ce ne serait pas surprenant. Vous êtes si bonne pour nous, Madame Hayward. C'est vraiment un plaisir, mademoiselle. Je vous l'ai dit, c'est pas souvent qu'on a des personnes de qualité chez nous. Désolé, mais comme nous sommes. Nous avons eu beaucoup de chance de trouver votre ferme. Vous êtes loin de toute habitation. Il y a des avantages et des inconvénients, mademoiselle, dit Madame Hayward. Au moins, on n'a pas d'ennui avec les ragots des voisins. C'est une bénédiction, j'en suis sûr. Les 2 femmes se mirent à rire. Puis Madame Hayward dit « Je vais chercher votre déjeuner. Je pense que vous pourrez passer une bonne nuit. Franck verra. Le monsieur Corniverdien des Champs. C'est beaucoup de bonté de votre part, mais je peux m'arranger. J'ai dormi au coin du feu hier après-midi et notre blessé n'a pas été aussi agité la nuit dernière qu'il avait été la nuit d'avant. Pour ça, non. Vous pouvez être sûr qu'il va mieux que ça, Madame Hayward, en fermant la porte derrière elle. L'homme ouvrit les yeux. La jeune fille à la voix douce se tenait près de lui. Elle avait les yeux très bleus et qui brillaient dans les pâles rayons qui tombaient de la fenêtre. Sa chevelure était aussi dorée que dans son souvenir. Que m'est-il arrivé ? Demanda-t-il. Vous vous êtes cassé la clavicule, répondit Kamala. Vous avez eu une grave commotion. Je suis navré d'avoir causé autant d'ennuis. C'était stupide de ma part d'essayer de sauter cette barrière après avoir chevauché si longtemps. Mon cheval était fatigué. Il va bien à présent, dit Kamala. Il boitait un peu après sa chute, mais je lui ai fait faire le tour de la cour ce matin, et je ne pense pas qu'il ait quoi que ce soit de grave. L'inconnu embrassa la pièce de regard, essaya de se soulever sur ses oreillers et grimaça de douleur. « Attention !» s'exclama vivement Kamala. « Vous allez vous faire mal si je ne vous aide pas. » Elle passa un bras derrière son dos, le souleva avec délicatesse et dans le même temps arrangea les oreillers confortablement. Il la voyait maintenant de plus près. « Où suis-je ? Et pourquoi êtes-vous ici ? Je ne comprends pas, dit-il. »« Vous avez fait une mauvaise chute, répondit-elle. Vous êtes resté inconscient pendant plus de 24 heures. Les paysans vous ont transporté ici, étendu sur une sorte de brancard. Non sans peine, car vous êtes grand et très lourd. » Elle souriait tout en parlant. « Nous sommes dans une ferme, dit-il lentement. C'était la maison la plus proche dans un rayon de plusieurs miles, répondit Kamala. Je ne veux même pas penser à ce qui serait arrivé si vous étiez tombé plus loin. Vous auriez pu me laisser dans un fossé, murmura l'inconnu. Vous ne m'avez pas encore expliqué pourquoi vous prenez soin de moi. Kamala lui sourit. Je ne me vois pas très bien vous laissant à la charge de Madame Hayward. Elle est vieille et s'occupe déjà de 5 hommes. D'ailleurs, il fallait bien que quelqu'un s'occupe de remettre votre clavicule en place. C'est vous qui l'avez fait, dit-il d'un ton incrédule. Il n'y avait personne d'autre, dit Kamala. Le médecin habite à plus de 9 kilomètres. Ils m'ont dit sans détour qu'il ne se dérangerait certainement pas la nuit. Apparemment, il se ménage et n'eût pas été d'un grand secours même s'il était venu. Ainsi, c'est vous qui l'avez remise, dit l'étranger stupéfait. Mais comment savez-vous ces choses? C'est mon père qui m'a appris. Il est médecin? Pas exactement, mais il aimait s'occuper des enfants malades. Je dois admettre que j'étais un peu nerveuse. C'est la première fois que je réduis une fracture chez un homme. C'était vrai. Elle avait eu très peur de mal faire, mais elle avait souvent observé son père. Une fois, elle avait remis elle-même la clavicule d'un petit garçon en suivant ses directives. Son père avait un doigt blessé et ne pouvait opérer.
En même temps, elle avait trouvé un peu effrayant de manipuler un homme aussi grand que cet inconnu. Le fermier et ses deux fils aînés l'avaient porté jusqu'à la chambre au plafond bas et aux poutres de chêne, la meilleure. C'était celle de ma belle-mère, expliqua Madame Hayward. J'ai pas eu l'idée de la prendre pour moi quand elle est morte, et on la garde pour les visiteurs. Remarquez, c'est pas qu'on en a beaucoup. C'était une pièce confortable, bien que pauvrement meublée. Mais le lit avait un matelas de plumes, et Kamala le nota avec plaisir, tout était extraordinairement propre. Quand les hommes eurent déposé sur le lit le cavalier toujours inconscient, Kamala s'était hâtée vers la cuisine à la recherche de Madame Hayward pour lui demander des linges afin de confectionner des bandages. Celle-ci avait trouvé un vieux drap et après qu'elle l'eurent découpé, Kamala était montée dans la chambre et avait trouvé l'étranger, torse nu. Le fermier lui avait ôté sa chemise. Kamala s'était sentie un instant confuse et embarrassée. Elle n'avait encore jamais vu un homme nu jusqu'à la taille. Et cet étranger possédait un corps très musclé, qui n'offrait pas la moindre ressemblance avec celui des adolescents qu'elle aidait son père à soigner. Sa peau était fraîche et ferme sous les doigts, et prise de panique, elle se demandait si elle aurait la force de remettre les os dans la bonne position. Puis il lui sembla entendre son père lui donner des instructions, lui dire ce qu'il fallait faire. Cet homme sans connaissance n'était pas véritablement un homme, mais un blessé, quelqu'un qui souffrait, quelqu'un qui avait besoin de son habileté et de sa compassion. Elle lui avait remis la clavicule et avait bandé son épaule et son bras. Puis Madame Hayward avait apporté une chemise de nuit de son mari, très usée mais très propre, et les hommes l'avaient enfilée à l'étranger, lui retirant ses culottes et ses bottes de cheval tandis que Kamala s'activait dans la pièce. « Votre mari sera bien mieux à cette heure, madame », avait dit Madame Hayward en se tournant vers le lit. « Ce n'est pas mon mari », avait répondu Kamala, redoutant les complications, « c'est mon frère ». Elle ne savait pas pourquoi elle avait menti, instinctivement, pour éviter d'autres mensonges plus dangereux encore. Comment eût-elle pu raconter à ces gens qu'elle ne savait rien de cet homme quelques instants auparavant, qu'il n'avait échangé que 2 ou 3 phrases et que, mû par une impulsion inexplicable, il s'était mis à galoper derrière des chiens. Le fermier n'aurait pas compris et de plus aurait été très choqué de voir une dame soigner un homme qui ne lui était rien. « Oh, votre frère !» s'exclama Madame Hayward. « Voilà pourquoi que vous portez pas d'alliance. Justement, je me demandais. » Elle était peut-être vieille, mais rien ne lui échappait, pensa Kamala. « Alors vous voulez une chambre à part, mademoiselle ?» continua Madame Hayward. « Oui, s'il vous plaît. » Il faisait déjà nuit, et Kamala n'aurait de toute façon pas continué sa route ce soir-là, qu'elle eût ou non un malade à soigner. Cette nuit-là, l'étranger délira, et elle savait bien que, si elle n'avait pas été là pour le calmer et l'empêcher de s'agiter, il eût sûrement déplacé sa clavicule, et il lui aurait fallu recommencer son délicat travail. Il ne fut pas non plus question de partir le lendemain ni le jour suivant. Il fallait qu'elle veille sur lui. Une chose était certaine, oncle Mark n'irait certainement pas la chercher dans une ferme isolée. D'ailleurs, elle avait pris d'autres précautions. « Je peux vous demander votre nom, mademoiselle ?» s'enquit Madame Hayward. « Bien sûr, » répondit Kamala, « mon nom est Lind. » Elle s'arrêta soudain. Supposons qu'oncle Mark soit en train de faire des recherches dans les alentours. Il serait stupide de donner son véritable nom. « Lindham » acheva-t-elle. Il lui fallait maintenant expliquer à l'inconnu le rôle qu'il avait à jouer. Elle se sentit soudain nerveuse à cette pensée. Il y avait quelque chose de pénétrant dans le regard direct de ses yeux sombres. Quelque chose qui donnait à penser à Kamala qu'il devait détester les subterfuges et la malhonnêteté. Avant même qu'elle pût commencer son histoire, il demanda « Y a-t-il ici quelqu'un qui pourrait aller chercher les affaires que j'avais attachées à ma selle? Où les avez-vous déjà fait monter ?»« Elles sont ici, » répondit Kamala. L'étranger porta la main à son menton. « J'aimerais bien me raser, et j'imagine que j'ai grand besoin de me laver. Vous avez déjà été lavé. Allons bon. » Kamala rougit. « Je vous ai lavé le visage et les mains, dit-elle. Naturellement, ce n'est pas grand-chose, mais vous aviez des pansements. » « Je commence à croire que je rêve, » dit l'inconnu. « Au début, quand j'ai repris conscience, j'ai pensé un instant que j'étais au paradis et qu'un ange prenait soin de moi. Maintenant, je suis convaincu que c'est le cas. Mais vous me semblez être un petit ange très pratique. J'espère seulement que votre clavicule se remettra correctement, » dit Kamala. « Je l'ai déjà cassé une fois, » répondit légèrement l'étranger. « Et je crois que vous êtes bien plus habile que le marin qui me l'avait remise à cette époque avec beaucoup de rudesse. »« Vous êtes marin ?» s'exclama Kamala. « J'en étais sûr. »« Comment l'avez-vous deviné ?» demanda-t-il. « Vos tatouages, » répondit Kamala un peu timidement. «
Je les avais oubliés, dit-il avec un sourire. Papa m'a raconté qu'aux Indes, le tatouage est un art, de même qu'en Chine, et que ce sont les marins qui l'ont introduit en Europe. Êtes-vous allé en Orient? Oui, mais mes tatouages ont été faits à Bornéo. Kamala alla chercher un coffret de cuir dans un tiroir. Voici vos rasoirs, dit-elle. Je vais chercher de l'eau chaude. Pensez-vous pouvoir vous raser avec une seule main? Bien sûr, si quelqu'un me tient le miroir. Je vais vous le tenir, dit-elle. Vous n'allez pas, je pense, continuer à me soigner comme un bébé, dit l'inconnu d'une voix surprise et agacée. Voyons, il doit bien y avoir quelqu'un d'autre ici. Il n'y a que Madame Hayward pour l'instant, dit Kamala. Et elle doit préparer le repas des hommes qui reviennent des champs. Je préférerais ne rien lui demander. Elle a déjà tant fait. Tout en disant ces mots, elle revint près du lit, tenant les rasoirs à la main. Fred, le plus jeune fils, sera là un peu plus tard, continua-t-elle. Il se mettra à votre disposition. Je me sens perplexe, dit l'étranger, la regardant. Pour quelle raison vous occupez-vous de moi? Pourquoi, après m'avoir amené sain et sauf dans cette ferme, n'avez-vous pas continué votre route? Il doit y avoir une explication à tout cela. Je pense que vous avez assez parlé maintenant, répliqua Kamala. Vous êtes fatigué, nous pouvons nous remettre les explications un peu plus tard? Tandis qu'elle parlait, elle voyait ses paupières se fermer. Elle comprit que même leur courte conversation avait eu raison de ses forces. Ce n'était pas une fatigue ordinaire. Son père avait toujours insisté sur le fait qu'un homme, dont la clavicule avait été atteinte, devait rester aussi calme que possible pour que l'os se remette bien. Elle avait découvert avec soulagement que Madame Hayward avait un peu de laudanum dans le placard de sa cuisine. Le docteur le donnait à mon mari quand on y a amputé un doigt de pied, expliqua-t-elle. Il avait été infecté par un clou rouillé. À l'agonie qu'il était, donnez-lui autant de rhum qu'il peut en boire, il a dit, le docteur, et mettez dedans des cuillères à café de ceci. Ça l'a rendu somnolent pendant l'opération et inconscient pendant 2 nuits. On n'aurait jamais pu le faire tenir tranquille autrement, pas avec une pareille douleur. Je veux bien le croire, répliqua Kamala, tout en pensant que son père aurait su sauver le doigt de pied de l'amputation. Mais ce qui restait de laudanum avait été très utile à l'étranger. L'effet ne se dissiperait que petit à petit, pensa-t-elle, mais maintenant que le choc était passé, il n'y avait plus besoin de lui en donner. Elle le regarda s'endormir et posant le rasoir à son chevet, elle descendit à la cuisine. « Mon frère va mieux, Madame Hayward, dit-elle. Il parle très lucidement. Puis-je lui faire un bouillon de viande, comme vous me l'avez suggéré? »« Vous faites ce que vous voulez, mademoiselle, répondit Madame Hayward. Vous êtes meilleure cuisinière que moi, et j'ai toujours été, pour donner à un homme une chose bien nourrissante quand il revient à lui, si on peut dire. »« Vous avez raison, dit Kamala. Elle fit le bouillon, et quand l'inconnu se réveilla, elle lui donna cuillerée après cuillerée. Je commençais à avoir faim, dit-il, et pardonnez-moi, c'était vraiment très impoli de ma part de m'endormir ainsi au milieu de la conversation. Vous n'y êtes pour rien, dit Kamala. J'ai dû vous donner du laudanum pour vous obliger à rester tranquille. Vous êtes trop grand et je ne pouvais arriver toute seule à vous maîtriser. Et j'ai été désagréable, demanda-t-il vivement. Pas avec moi, mais avec vous-même. Ai-je parlé? Vous avez beaucoup marmonné. Il s'agissait d'argent, cela semblait vous tracasser. L'argent est toujours un problème infernal, dit-il. Vous ne trouvez pas? Oh, si, répondit Kamala. Elle songeait combien ses parents avaient lutté contre la pauvreté, et comment elle avait dû prendre dans le bureau de sa tante 25 livres pour pouvoir s'échapper. Elle continuait à en avoir honte, bien qu'elle sût que ce n'était pas du vol, mais il était agréable de savoir qu'elle pourrait payer Madame Hayward pour son logement et sa nourriture. L'étranger possédait quelque argent. Sans l'avoir expressément cherché, elle avait remarqué en vidant les poches de son manteau, avant de le brosser, une bourse et un portefeuille qui contenaient, elle en était sûre, des billets de banque. Elle n'avait pu s'empêcher de se demander qui il était ou où il allait. Dans les fentes de sa selle, il avait du linge de rechange. Ses rasoirs et une brosse à cheveux roulés et fixés à la selle, de la même manière que Kamala avait attaché ses affaires. Il y avait une redingote. Ses vêtements étaient bien coupés, ses bottes étaient de bonne qualité, mais rien d'autre ne dénotait la richesse, et son cheval, un grand et robuste animal, n'était pas particulièrement soigné. Kamala glissa la dernière cuillerée de bouillon entre les lèvres de son patient et se leva du bord du lit, où elle s'était assise. « Vous pourrez manger quelque chose plus tard, si vous avez faim. »« Je commence à avoir vraiment faim, dit-il, mais je tiens d'abord à me raser. Je n'aime pas me montrer à vous dans cet état. Je vais aller vous chercher de l'eau chaude. » Kamala, la main sur la poignée de la porte, se retourna.
En fait, dans le cas où quelqu'un y ferait allusion, j'ai dit à Madame Hayward que nous étions frères et sœurs. Elle le vit lever les sourcils et ajouta « Notre nom est Lindham ». Elle se glissa hors de la pièce avant qu'il pût répondre. Quand elle revint, elle constata qu'il s'était redressé lui-même sur ses oreillers. Il garda le silence et elle lui apporta la bassine, ainsi qu'une cruche remplie d'eau chaude, un pain, de savon et une serviette. « J'ai un miroir dans ma chambre, dit-elle, je vais le chercher. » Elle l'apporta et s'asseyant de nouveau au bord du lit, le tint de façon qu'il pût se voir. Il se regarda et grimaça. « J'ai vraiment l'air d'un bandit de grand chemin. Je m'étonne que vous m'ayez accepté pour frère. » « Je vous prie de m'excuser, cela peut sembler présomptueux, dit Kamala nerveusement, mais ils ont d'abord pensé que nous étions mari et femme, et je ne pouvais expliquer que nous étions étrangers, ou alors il m'aurait fallu vous laisser et m'en aller. »« Je vous ai déjà demandé pourquoi vous ne l'aviez pas fait, répliqua l'étranger, passant le savon sur son menton. Vous n'étiez vraiment pas en état d'être abandonné. Ce n'était pas votre faute, je me suis conduit comme un idiot. Non, mais papa n'aurait jamais abandonné quelqu'un de malade ou de blessé. Je me suis senti obligé de m'occuper de vous. » L'étranger ne parla pas avant de s'être complètement et soigneusement rasé. Puis, essuyant son menton volontaire avec une serviette, il dit « Si vous êtes déterminé à prendre soin de moi, serait-ce trop vous demander que de me passer ma brosse à cheveux ?» Kamala emporta la bassine et la cruche. Il était impossible à l'étranger de nettoyer sa lame de rasoir avec une seule main. Elle essuya et remit le rasoir dans la boîte. Puis, elle alla chercher la brosse à cheveux, remarqua qu'elle était simple et assez ordinaire. Elle la lui tendit, lui tenant de nouveau le miroir. Maintenant que sa barbe rude et broussailleuse avait disparu, dégageant sa lèvre supérieure et le bas de son visage, il était très beau. Il avait un nez droit, une bouche ferme, avec un pli légèrement cynique et des yeux profondément enfoncés. Son visage était bronzé. Quand il était endormi, il semblait plus jeune. Maintenant qu'il était réveillé, Kamala lui trouvait quelque chose d'autoritaire et d'impérieux. Il ordonna vivement son épaisse chevelure sombre, puis quand elle eut remis la brosse à sa place, il reprit la parole. « Maintenant, mademoiselle Lindham, j'aimerais en savoir davantage sur vous. Qui êtes-vous et où allez-vous » « Oui, bien sûr, je vais vous expliquer, » dit Kamala un peu nerveuse. Elle prit une chaise d'osier, l'approcha du lit et s'assit. Puis elle croisa les mains dans son giron, un peu comme une enfant qui s'apprête à réciter une leçon et commença. « Mon nom est Lindham, Kamala Lind. » Kamala interrompit l'étranger, cela signifie lotus. « Comment le savez-vous ?»« Je vous ai dit que j'étais allé aux Indes, c'est un nom étrange pour une jeune anglaise. » Mon père s'intéressait beaucoup au sanskrit, aux religions orientales. Il a toujours souhaité plus que tout au monde avoir la chance de visiter les Indes. « C'est un pays magnifique, » dit l'étranger, « aussi beau que votre nom et que vous-même. » Pendant un instant, Kamala le regarda comme si elle n'avait pas bien entendu, puis elle baissa les yeux après avoir rencontré son regard. Ses cils noirs tranchaient sur ses joues qui avaient soudain rosi. « Quel âge avez-vous » demanda l'étranger. « 18 ans. »« Pourquoi voyagez-vous seul ?»« J'étais en route pour Southampton, » dit Kamala. « Je vais en France. » Elle leva les yeux et devant l'expression de l'étranger ajouta vivement « Je vais chez ma tante. » « Et vos parents vous autorisent à faire ce voyage sans être accompagné ?»« Mes parents sont morts. »« Qui diable est responsable de vous ?»« Je me débrouillerai très bien, » dit Kamala. « J'ai cru comprendre qu'il y a des vapeurs chaque jour entre Southampton et Le Havre. »« Oui, » répondit l'étranger, « mais vous ne devriez pas voyager sans une servante ou quelques dames de compagnie. Southampton est loin. »« Cela ne me prendra pas beaucoup de temps, » dit Kamala, « et Rollo, c'est mon cheval, est vigoureux. » C'est cependant un voyage qu'une jeune fille ne devrait pas entreprendre sans chaperon, dit l'étranger presque sévèrement, surtout une jeune fille ayant un physique tel que le vôtre. Qu'est-ce que mon physique a à voir avec cela, s'enquit innocemment Kamala. Beaucoup, répondit-il, et maintenant vous allez peut-être me dire la vérité. La vérité, dit vivement Kamala. Par exemple, pourquoi vous êtes seul, dit-il. Je ne peux croire que quelqu'un de bon sens vous l'eût permis, si toutefois vous avez demandé sa permission. Kamala parut embarrassée. Sans même s'en rendre compte, elle avait décroisé ses mains et commencé à jouer avec la frange de laine du couvre-lit. Elle ne disait rien et au bout d'un moment, l'étranger reprit. « J'attends. » Elle le regarda un moment, puis de nouveau détourna les yeux. Cela ne présenterait pour lui aucun intérêt, pensait-elle. Elle lui avait rendu service, mais cela ne lui donnait aucun droit de l'interroger. Aucun droit de prendre cet air sévère. Il était cependant difficile de supporter ce silence. « Je me suis enfui, dit-elle enfin à voix basse.
C'est bien ce que je pensais, dit-il tranquillement. Et de chez qui? De chez mon tuteur. N'est-ce pas pour le moins extravagant? Il fallait que je parte. Vous pouvez comprendre. Du reste, tout cela ne vous regarde pas. Elle se leva en disant ces mots et se dirigeant vers la cheminée, elle lui tourna le dos. Je pense que vous avez fait en sorte que tout cela me regarde, dit le jeune homme. Vous pouviez parfaitement vous en aller pendant que j'étais inconscient, mais vous ne l'avez pas fait. Au lieu de cela, vous êtes demeuré auprès de moi et avez déclaré que j'étais votre frère. Cela signifie que je suis impliqué moralement, sinon légalement, dans cette affaire. Tout ce que je veux, c'est atteindre Southampton. Cela ne poserait pas de problème, mais vous rendriez les choses plus faciles en me disant pourquoi vous êtes si désireuse de quitter votre foyer, ou ce qui en tient lieu. Il y eut un silence, puis presque comme si elle était forcée de lui répondre, Kamala dit « Je vivais chez mon oncle. Il voulait m'obliger à épouser quelqu'un de son choix. Si vous ne vouliez pas épouser l'homme en question, vous pouviez sûrement persuader votre oncle, lui expliquer plutôt que de vous enfuir de la sorte. Il n'y a pas moyen de discuter avec lui. Pourquoi? Il ne m'a pas demandé mon avis. Il m'a seulement ordonné d'épouser un homme qui me fait peur. Pourquoi vous effraie-t-il? D'abord, il est vieux, presque 60 ans, et cruel, plus cruel même que mon oncle. On dit de lui qu'il a battu à mort sa première femme. Et votre oncle voulait réellement vous marier à une telle brute? Il voulait se débarrasser de moi. Sa fille, ma cousine, va épouser un aristocrate, et elle craignait, si j'étais à la maison, que... La voix de Kamala se brisa. Elle avait oublié l'homme qui l'écoutait, elle se rappelait cette scène dans la salle à manger, et Sophie qui disait « Je te hais !» et la giflait. Vous voulez dire que votre cousine était jalouse de vous? Elle n'était pas sûre que son aristocrate n'allait pas vous préférer à elle. Est-il besoin d'en parler? Demanda Kamala. Je me suis enfui, je les ai laissés derrière moi, je vais oublier. Je pense que vous devriez rentrer, dit-il. Maintenant, votre oncle doit être très inquiet de votre disparition, et je suis sûr que vous pourrez le persuader de vous écouter. Il ne peut pas réellement s'attendre qu'à 18 ans, vous épousiez un homme qui en a 60. Il ne s'attend pas seulement à ce que je le fasse, il l'exigera, cria Kamala. Si j'étais resté, j'aurais été obligé de lui obéir. Il m'aurait battu jusqu'à ce que j'accepte. Battu? Les mots claquèrent presque comme un coup de pistolet. Savez-vous ce que c'est d'être fouetté jusqu'à ne plus pouvoir penser? Demanda Kamala. Jusqu'à ce que la douleur soit si atroce que vous accepteriez n'importe quoi plutôt que d'en supporter davantage. Voilà pourquoi je me suis enfui. Voilà pourquoi je ne peux retourner. Jamais. Sa voix se brisa dans un sanglot. Mais ses paroles vibrantes de peur semblaient encore résonner dans la pièce. Il y eut un silence, puis l'homme murmura. « Venez ici. » Habituée à obéir, Kamala se tourna vers lui. Elle marcha jusqu'au lit et abaissa son regard sur lui. Les yeux assombris par l'angoisse, les lèvres encore tremblantes d'émotion. Il tendit la main, les doigts de Kamala frémirent lorsqu'elle sentit la force et la chaleur de ce contact. « Regardez-moi, dit-il de sa voix profonde. « Regardez-moi, Kamala. » Elle lui obéit et plongea son regard dans les yeux sombres du jeune homme qui semblait scruter profondément son visage, son cœur même. « Est-ce vrai, ce que vous m'avez dit? »« C'est vrai. Votre oncle vous a réellement battu? Y a-t-il un autre au monde capable de frapper une créature aussi ravissante? » « Il me battait sans cesse, répondit Kamala. Je vous ai dit qu'il me détestait. Alors vous avez eu raison de fuir. Vous avez raison d'aller chez votre tante, mais vous ne devez pas faire le voyage seul, je vous conduirai chez elle. » Pendant un court instant, les yeux de Kamala restèrent attachés aux siens, puis elle détourna le regard. « Si vous m'accompagnez jusqu'à Southampton, dit-elle dans un souffle, je vous serai très reconnaissante. Je crains seulement que mon oncle me rattrape et me ramène avec lui. »« Il n'en sera rien, promit l'étranger. Quoique je puisse à peine croire que vous n'exagérez pas sa brutalité. Je vous jure que c'est la vérité, dit-elle. Il méprisait mon père parce qu'il n'avait pas d'argent, et ma mère parce qu'elle l'avait épousé. J'ai été si malheureuse ces 3 dernières années. Et maintenant, demanda l'étranger tenant toujours sa main. Je suis heureuse et libre. Tout me semble différent, et m'occuper de vous a été une joie, un bonheur que je n'ai pas connu depuis que papa et maman se sont noyés. Comment se sont-ils noyés? En mer, à leur retour d'Italie, répondit Kamala. Ils avaient pu se permettre ce voyage parce que papa avait touché une avance sur un de ses livres. Ils étaient si heureux, ils disaient que c'était une seconde lune de miel, mais ils ne sont jamais revenus. Et c'est ainsi que vous avez dû aller vivre chez votre oncle. Kamala frissonna à ce souvenir. L'expression de son visage était très éloquente. Oubliez cela, dit sèchement le jeune homme. Oubliez le passé et songez au futur.
Vous aimerez la France, c'est un très beau pays, presque aussi beau que l'Italie. Vous y êtes allé? Je suis allé dans bien des endroits, mais pour le moment, résolvons nos problèmes immédiats. Si vous avez dit à Madame Highworth que votre nom est Linda, je présume que j'ai aussi un nouveau prénom. Je vous prie de m'excuser, mais vous n'étiez pas en état de me répondre. Quand je vous ai demandé qui vous étiez, dit Kamala, avec un sourire, « Mon nom est Varian, répondit-il, « Conrad Varian, bien que pour le moment il faille dire Conrad Linham. J'aime Conrad, c'est un nom qui vous va bien, tout comme le vôtre, vous aussi, petit lotus. » Elle rougit au ton de sa voix, mais avant qu'elle pût parler, ils entendirent Madame Highworth monter l'escalier. Elle ouvrit la porte et entra portant un plateau. « Je vous ai apporté un morceau un peu plus substantiel, si je m'y connais un peu en ce qui concerne l'appétit d'un jeune homme, et je dois m'y connaître vu que j'en ai 5 à nourrir. Vous devez avoir faim maintenant, que vous voilà revenu dans le monde des vivants. »« Vous avez bien raison, Madame Highworth, dit Conrad Varian, et je vous suis bien reconnaissant d'avoir supporté tous ces tracas depuis que je suis malade. Ma sœur m'a parlé de votre bonté. Ça a été un plaisir, monsieur, bien qu'on se soit fait du souci à votre sujet. C'est moi qui ai été stupide de vouloir franchir une barrière alors que mon cheval était fatigué. » Madame Highworth posa le plateau devant lui et souleva le couvercle d'un plat débordant d'œufs, de jambon et de pommes de terre sautées. « C'est pas vraiment un repas pour un monsieur, dit-elle en s'excusant, mais je crois que vous le trouverez pas mauvais. »« Certainement, répondit Conrad Varian, avec un sourire, et je vous promets d'y faire honneur. Et je me demandais, monsieur, si vous n'auriez pas envie d'un verre de cidre ou d'une chope de bière, pas vrai? Monsieur Hayward, on a une petite barrique qui reste de la moisson. Je suis sûr que votre bière est excellente, répondit Conrad Varian. Je vais aller en chercher, dit Kamala. Il ne faut pas que vous montiez de nouveau cet escalier, Madame Highworth. Je sais que vos jambes vous font mal lorsque vous restez trop longtemps debout. C'est vrai, mademoiselle, quoique je ne voudrais pas vous déranger. Nous vous avons causé beaucoup plus de dérangement que cela. Kamala descendit l'escalier derrière la femme du fermier. Quand elle remonta avec la bière, Conrad Varian avait dévoré toute la nourriture préparée par Madame Highworth. « Maintenant, je me sens plus vigoureux, dit-il. Nous partirons demain. »« Vous devriez attendre encore 2 jours, répondit Kamala. « 3 si possible. Ma parole, vous vous agitez autour de moi comme une mère poule. Vous verrez que vous aurez du mal à tenir à cheval, prophétisa Kamala. » Il convint finalement d'attendre au moins jusqu'au lendemain matin. Le soir tombait déjà, et un vent frisqué soufflait, faisant claquer les fenêtres. Kamala tira les rideaux et ajouta plusieurs bûches dans la cheminée. Les chandelles étaient de mauvaise qualité et grésillaient de temps à autre, éclairant la pièce d'une pauvre lumière. Mais les flammes dansaient et calaient contre ses oreillers. Conrad Varian contemplait le visage de Kamala à la lueur du feu. « Elle est jolie, pensait-il à part lui. Si jolie qu'il était absurde de penser qu'elle pourrait voyager seule dans la campagne, tout comme il était impossible de l'imaginer soumise aux brutalités de son oncle. Se pourrait-il qu'elle lui ait menti? Elle l'avait regardé dans les yeux et ne pouvait le croire. Il y avait chez elle quelque chose de si honnête et de si droit, des yeux pleins d'une confiance enfantine. Parce qu'il semblait être si proche dans cette petite pièce, elle exprima ses pensées tout haut. « Il vous faudra vous marier tôt ou tard. » Elle leva vivement les yeux sur lui. « Pourquoi dites-vous cela? » « Parce qu'une femme, surtout si elle est aussi séduisante que vous, a besoin d'un mari pour veiller sur elle. » « Je ne me marierai jamais, à moins d'être amoureuse. » « En êtes-vous sûr? La plupart des femmes se marient par goût de la sécurité et du confort, pour avoir une position sociale. »« Je suppose que tout le monde a envie de posséder ces avantages, » dit Kamala. « Mais en même temps, être marié suppose tant d'intimité, un si grand don de soi. Je ne pourrais pas me marier sauf si je l'aime et qu'il m'aime. » « Êtes-vous sûr de cela? » « Tout à fait sûr, absolument sûr. Ma cousine va épouser pour son titre quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Pouvez-vous imaginer pire caricature d'une chose belle et sacrée? » Kamala s'arrêta un instant, puis elle poursuivit. « Ce n'est rien d'autre qu'un marché entre 2 personnes. Lui se vend pour de l'argent et elle se vend pour acquérir un rang social. C'est vulgaire et horrible. Et pourtant, en Orient, les mariages sont arrangés sans que le fiancé et la fiancée se soient jamais rencontrés, dit Conrad Varian. Et ils sont heureux? Il semble qu'ils le soient, répondit-il. La femme est reconnaissante d'avoir quelqu'un qui la protège et lui donne son nom. L'homme a besoin de quelqu'un qui prenne soin de lui, qui lui donne des enfants. Ça, c'est l'Orient, dit Kamala. Et je ne sais que trop que cela peut se produire en Angleterre.
Les parents, les tuteurs choisissent ce qu'ils jugent être un parti convenable et la jeune fille est conduite de force à l'hôtel, qu'elle le veuille ou non. Mais papa a toujours dit que c'est une coutume barbare. Il m'a toujours assuré, à moins que j'aime un homme, comme maman et lui s'aimaient, que je n'aurais pas besoin de me marier. Mais vous ne voudriez pas rester vieille fille. D'ailleurs, cela n'est même pas vraisemblable. Je préférerais être vieille fille que l'esclave d'un homme de 60 ans, qui ne me désire que parce qu'il veut avoir un héritier. Pensez-vous que ce soit là son seul motif? Tandis que Conrad Verian parlait, Kamala se remémora la lueur fugitive qu'elle avait aperçue dans l'œil du général. Quand il lui avait dit qu'un lotus était doux au toucher, elle avait surpris un sourire sur ses lèvres minces et perçu dans sa voix une intonation qui l'avait effrayée. Je ne pense pas que je comprenne exactement tout ce à quoi le mariage engage, dit-elle lentement. Je ne sais pas parce que maman ne m'a jamais dit exactement de quelle façon un homme et une femme font l'amour ensemble, mais je suis sûr, tout à fait sûr, qu'à moins que la femme aime son mari, l'aime réellement, tout ce que l'homme peut faire ne peut être qu'effrayant et d'une certaine façon obscène. Sa voix tremblait dans le silence, puis Conrad Verian dit tranquillement « Vous avez raison, Kamala. Il ne faut pas vous marier avant de tomber amoureuse. »